Depuis plusieurs mois, Maître Dieudonné Tchiboaboua du barreau de Bruxelles et de Kananga mène une croisade pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour les Congolais d'origine. Conférence de presse, voyage à RD Congo et rencontre avec les animateurs des différentes institutions. Objectif, permettre à ce que les Congolais d'origine ayant acquis une nationalité étrangère ne perdent pas la nationalité congolaise d'origine. Or, cela heurte l'article 10 de la Constitution congolaise. Que faire? Maître Tchiboaboua s'exprime plus largement encore dans cet entretien avec les médias congolais de Belgique, congoindépendant.com, le micro de Pasteur Bobo et l'info en ligne des Congolais de Belgique, Chekfita News. Maître Tchiboaboua Dieudonné, merci de nous recevoir dans votre cabinet, situé sur avenue Louise, numéro 441. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, Kananga, Kinshasa, Gombe. Depuis un certain temps, vous avez lancé un plaidoyer pour qu'on reconnaisse la double nationalité aux Congolais de la diaspora. Vous avez été à Kinshasa pour faire un lobbying. Quels en sont les résultats? Merci beaucoup. Monsieur Amba, donc, du Congo indépendant. Merci aussi pour Chekfita News et Pasteur Bobo pour le micro de Pasteur Bobo. Parce que vous avez daigné donc accorder suite à cette invitation pour que je puisse vous donner un compte rendu de mon voyage. Comme j'avais dit effectivement lors de nos différentes conférences ici, que je descendrai donc à Congo, à Kinshasa, pour faire ce plaidoyer. Effectivement, la chose a été faite. Je me suis rendu à Kinshasa en début octobre. J'ai fait pratiquement 2 semaines et j'ai dû rencontrer donc des personnalités donc concernées par cette problématique. Mais j'aimerais juste avant toute chose nuancer en fait. Mon combat est celui non seulement de la reconnaissance de la double nationalité, mais pas cette reconnaissance simple. Je me bats pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. La nuance a son pesant d'or parce que je dis que quand une personne a la nationalité congolaise d'origine, sur base de ce que les textes légaux précisent, ce qui est congolais d'origine, cette personne ne peut pas perdre sa nationalité parce qu'elle a pu acquérir une autre nationalité. Donc moi je parle de l'irrévocabilité et de la conservation. Donc c'est pour ça mon combat. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'amalgames. Il y en a qui disent oui, vous voulez qu'on reconnaisse une double nationalité, il y a un risque, il y a tout ce qui s'ensuit, oui. Mais moi je ne suis pas dans ce débat-là. Ça c'est un débat qui s'écarte de mon combat. Moi mon débat, c'est qu'un Congolais d'origine, parce qu'il faut prouver qu'on est Congolais d'origine, selon ce que la loi prévoit, l'affiliation par père ou mère, et aussi démontrer que vos parents ont été Congolais d'origine, c'est tout un processus. Alors là, vous ne pouvez jamais perdre votre nationalité. Donc je suis allé à Kinshasa, j'ai rencontré d'abord, parce que nous avons un vice-ministre des Affaires étrangères, mais qui est aussi chargé des Congolais de la diaspora. Bon, je pense que c'est la personne qui était d'abord la mieux placée pour recevoir donc, un mémorandum de notre démarche. Et j'ai aussi été en contact, avec la ministre des Affaires étrangères, qui elle chapeaute un peu le ministère. Donc c'est des personnes concernées qui connaissent plus ou moins cette problématique. Au-delà de ça, j'ai fait un travail au niveau du Parlement. Donc j'ai rencontré le deuxième vice-président du Parlement, parce que vous savez qu'il n'y a pas de premier vice-président du Parlement, vous connaissez un peu l'Assemblée nationale, vous voyez un peu le contexte. Et la présidente n'étant pas présente, j'ai rencontré le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a abordé dans mon sens et qui est tout à fait favorable. Et je lui ai remis donc le mémo par rapport à cette problématique. Et j'ai rencontré aussi au niveau du Sénat, comme le président du Sénat n'était pas disponible, était en déplacement, j'ai rencontré un sénateur avec qui nous avons travaillé par rapport à cette problématique et qui a accepté lui-même de porter ça au niveau du Sénat. Et j'ai naturellement adressé aussi un mémorandum au chef de l'État pour que cette problématique puisse
être traité, mais traité d'une manière un peu plus approfondie et voir comment trouver une solution. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas la législature actuelle qui va inventer la roue, non. Les choses ont déjà été dites bien avant. Déjà depuis 2004, on dit qu'on doit parler de cette affaire, on doit trouver une solution, mais tout le temps on est en train de repousser. Et j'ai l'impression que tout le monde maintenant est bien content que les choses sont en train de bouger et qu'on puisse réellement traiter cette problématique qui concerne quand même, je parle des millions de Congolais qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont acquis d'autres nationalités et qui sont retournés au Congo et qui travaillent et qui sont concernés, mais qui malheureusement, à cause de leurs fonctions, entre guillemets, sont dans la clandestinité, ils ne veulent pas qu'on puisse être au courant qu'ils ont une autre nationalité pour éviter tout ce que vous savez. C'est un peu ça ma démarche hémolobile que j'ai fait sur place à Kinshasa. Avant de laisser la parole à mes confrères, je voudrais un peu qu'on revienne sur l'article 10 de la Constitution. Le premier alinéa surtout. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Mais il y a des juristes, des confrères à vous, qui disent que ce premier alinéa ne doit pas concerner les Congolais d'origine. Ça concerne les étrangers qui veulent acquérir la nationalité congolaise. Ils doivent prouver qu'ils ont renoncé au préalable à leur ancienne nationalité. Que répondez-vous à ça? Bon, je pense qu'on ne doit pas donner à la Constitution une interprétation erronée. On doit s'en tenir à ce texte-là, qui parle d'une nationalité qui est une et exclusive. Le texte même il est clair. Vous pouvez lui rajouter une interprétation qui n'est pas vraie. Quand on demande une, ça dit qu'il ne peut pas avoir une deuxième. Dans la Constitution, on n'a pas fait une différence entre le Congolais d'origine et celui qui n'a pas. Sinon, on l'aurait fait. Dans la Constitution, elle est claire. Tout Congolais n'a droit qu'à avoir la nationalité congolaise. Qu'il soit un Congolais qui a acquis cette nationalité par ses parents, par naturalisation, peu importe. Et du moment que vous êtes Congolais, vous n'avez droit qu'à avoir cette nationalité une et exclusive. Et elle va même plus loin. Et ça, c'est le deuxième alinéa est clair. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Donc ici, il n'y a pas de distinction. Donc les juristes qui disent ça, je veux les amener simplement à être fidèles à la Constitution, de ne pas donner une interprétation qui est tout à fait erronée. Et la preuve, c'est que quand ils arrivent au Congo pour appuyer ce que je dis, ils ne peuvent pas sortir le passeport congolais, le passeport étranger à l'aéroport. Donc vous êtes en infraction. C'est une seule nationalité. Oui, maître, vous avez été à Kinshasa, vous avez vu différentes personnalités du monde surtout de l'Assemblée nationale. Et en fait, ma question c'est celle-ci. Ceux pour qui vous vous battez, c'est ceux qui étaient congolais, qui ont acquis une autre nationalité ici, mais au niveau du lobbying ici, où est-ce que vous en êtes? Parce qu'on dit toujours, on ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas envie d'être libéré. En fait, le problème, c'est surtout un problème d'information. C'est-à-dire que les gens sont concernés. Je donne un exemple qui est très simple. Il y a 2 ans, quand les Congolais, nous sommes en Belgique, les Congolais qui ont acquis la nationalité belge voulaient aller à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient à l'ambassade parce qu'ils ont besoin d'avoir un visa. Et vous connaissez deux fois à l'ambassade tout ce qui s'est passé, je ne vais pas aller en détail. Et les Congolais en avaient un peu marre. Mais nous sommes Congolais. Mais oui, c'est Congolais d'où? Parce que je rappelle peut-être belge. Donc c'était toute une tracasserie. Et ces gens disaient, c'est pas possible. Comment on nous prive de droit d'aller chez nous parce qu'on doit avoir un visa? Vous comprenez? Maintenant, ces mêmes personnes veulent que ça change. Veulent que quand ils retournent chez eux, qu'ils c'est réellement chez eux, il n'y a pas besoin de visa parce qu'ils sont Congolais. Mais les textes les empêchent. De ce fait, on fait un travail pour que ces gens, que leurs sentiments, leurs besoins rencontrent le droit. C'est un peu ça. Alors, comme les gens sont sous-informés, les gens font l'amalgame, les gens font la confusion. Où les gens disent oui, mais si on accepte ça, il y a tel risque. Mais quels sont les risques?
il ne faut pas se voiler la face. Il y a un problème qui est celui des frontaliers. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que les gens sont réticents. Mais si les gens comprennent la démarche que nous faisons, ils verront que nous sommes déjà dans l'erreur. Parce que les frontaliers dont ils parlent, eux, ils ont la nationalité congolaise qu'on leur a accordée nous-mêmes. Et beaucoup sont même dans les institutions parce que nous-mêmes on a dit qu'ils étaient congolais. Mais c'est que les gens oublient que ces frontaliers-là que je ne veux pas citer, quand ils sont dans notre pays, entre guillemets, que l'on considère comme étant leur pays d'origine, ils ne perdent pas leur nationalité. Donc eux, ils sont, entre guillemets, privilégiés. Parce que nous-mêmes, on leur a donné la nationalité congolaise, et chez eux, ils ont notre nationalité. Donc ils se pavane. Et c'est nous, les Congolais, qui sommes en souffrance. Parce que nous avons perdu la nôtre. Et les gens ne comprennent pas. Donc, les gens sont sous-informés. Notre démarche, ma démarche, qui est soutenue par une frange de la diaspora, est celle de dire que quand vous êtes Congolais d'origine, et là maintenant on va se poser le problème, qui est Congolais d'origine, qui ne l'est pas. Là, c'est aux historiens, aux scientifiques de nous démontrer qui était là. Ça, c'est notre débat. Mais si vous êtes Congolais d'origine, vous ne perdrez jamais votre nationalité. C'est ça ma démarche. Et vous l'avez toujours, même si vous avez 1000 autres nationalités, mais vous restez toujours Congolais. Comme ça, pas besoin d'aller faire la file pour apprendre le visa, pour faire une telle chose. Vous êtes chez vous. Oui, en fait, je ne suis pas encore tout à fait satisfait parce qu'effectivement, comme l'avait rappelé Baudouin, on avait fait une émission là-dessus. Et vous continuez toujours le combat. Vous dites que les gens là sont sous-informés. Nous faisons l'émission qui va être diffusée sur plusieurs chaînes. Ils vont suivre. Mais les gens ne se ruent pas pour venir vous soutenir. C'est ça ma question. Est-ce que, comment atteindre, parce qu'on prend ici en Belgique, c'est grosso modo entre près de 100 000 personnes qui sont concernées. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont concernés, mais ils se comportent comme s'ils n'étaient pas concernés? Maintenant, ça, j'aimerais rendre la balle à chacun. C'est-à-dire que chaque personne doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle veut. Vous voulez une chose, et vous avez des personnes qui vous donnent l'opportunité d'atteindre cet objectif, mais vous vous rétractez. C'est chacun qui est concerné. Je ne pense pas qu'il y en a qui... Non, moi j'ai eu pas mal d'écho, parce que depuis que nous avons commencé, il y a beaucoup de gens qui se joignent à ce combat, parce qu'on leur a donné l'information. Et j'insiste, la réticence de beaucoup de Congolais, c'était parce qu'ils n'étaient pas informés. C'est ça. Mais si maintenant nous commençons l'information comme nous le faisons maintenant, beaucoup plus de personnes entendront, ils comprendront le sens du combat et beaucoup vont simplement se rattacher parce que c'est leur souhait profond. Mais leur souhait profond qui malheureusement a rencontré une sous-information qui a amené à la réticence. Et je voudrais donner la cause de la réticence. Et maintenant on leur dit que c'est une fausse réticence. On peut trouver des solutions, on est là pour ça. C'est pour ça que nous avons réfléchi, étudié la question. Maintenant c'est à nous qui avons l'information de sensibiliser les autres et de les amener dans ce que j'appelle dans cette union pour aboutir à cette solution qui est celle de l'irrévocabilité de cette nationalité. Vous savez, quand j'ai fait une conférence ici, une des dernières que j'ai fait au mois de septembre, j'ai vu, il y a eu un Marocain qui était là. Et le Marocain m'a dit une chose, m'a dit, ce que vous faites, nous aussi on était comme vous, on a mené ce même combat. Le Marocain me l'a dit. Il était content de voir que eux qui étaient comme nous, ils ont pu changer parce qu'il a fallu donner l'information à un plus grand nombre et après beaucoup ont adhéré à cette cause parce que c'est une demande commune. C'est un peu ça, c'est la même chose qu'on doit faire. Le problème c'est que notre communauté, nous avons un problème d'information. Maintenant, profiter de l'information qu'on donne et aussi de l'initiative que nous menons pour aboutir à ce combat. C'est ça que je peux répondre. Ok. Bobo? Merci beaucoup, Maître Thibault Bamboui. Moi, j'aimerais bien poser la question. Vous étiez ici à Bruxelles dans une grande conférence. On peut vous appeler précurseur parce que c'est vous qui avez commencé cette histoire des nationalités à Bruxelles. Et après vous, il y a eu des conférences. Les Banyamulenge ont fait des conférences, les Congolais ont fait, et puis au Congo, on a vu au niveau du Parlement, ça a été chaud l'affaire Minembwe. Est-ce qu'il y a une relation entre votre combat sur la nationalité et ce qui s'est passé, l'affaire Minembwe, avec tout ce qui s'est passé au Parlement? Bon, comme je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas dire que je suis
forcément celui qui a lancé le débat à tous les niveaux. Mais effectivement, j'ai fait un constat que pendant un temps, bon, je ne suis pas le premier à parler de ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé même en profondeur avant moi. Mais c'est vrai que depuis que nous avons pris quand même les choses, comme on dit, entre nos deux mains, qu'on a dit qu'on va se lever pour faire bouger les choses, c'est vrai qu'on a vu une succession d'autres débats qui vont dans le même sens. Honnêtement, pour moi, si je peux être simplement une des personnes qui participent à ce combat, c'est l'essentiel. Ce n'est pas avoir le leadership forcément, mais si on peut aboutir à quelque chose. C'est vrai qu'après moi, il y a eu pas mal de choses, et vous avez parlé des Minembwe et tout ce qui s'en suit, oui, mais ça va dans le sens de l'information que nous avons donnée. Et le souhait aurait été que ces personnes concernées puissent se joindre à nous pour que nous puissions aller plus loin. C'est qui nous manque simplement, c'est l'analyse dépassionnée. C'est-à-dire parce que nous sommes dans la passion des débats. Non, moi je ne suis pas dans la passion. Je suis juriste et je reste attaché au texte et je donne des solutions en tant que juriste. Chacun fait son travail. J'ai demandé dans mes conférences d'avoir des historiens, j'en ai eu un, mais d'avoir des sociologues par rapport à certaines problématiques. Donc moi j'ai fait une lecture historique et juridique de la situation et la question de la nationalité congolaise. Maintenant, s'il y a un débat, moi je suis content. Si ce débat a rejoint plus ou moins la période où moi je suis en train de me battre pour cette question, je suis très content. Mais je ne peux pas être seul. Et je peux le dire et je dis qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent comme moi. J'étais agréablement surpris quand j'arrive à Kinshasa. J'ai vu le deuxième président de l'Assemblée nationale qui tient le même discours que moi. Je rigolais, j'ai dit, mais c'est comme si vous me retirez les paroles de la bouche. Et les exemples, il donnait le même exemple, le même type que moi. Donc il est dans ce combat-là. Et il n'y a pas que lui, j'ai vu des personnes, mais qui sont à Kinshasa, qui sont congolais, qui ne sont pas de la diaspora, mais qui réfléchissent et qui parlent comme nous. Pour vous dire que voilà, maintenant il faut qu'il y ait une impulsion. Ce qui nous manque en fait, c'est le courage politique. Le courage de passer à une autre vitesse. C'est qui manque. Maintenant, sinon on peut être ceux-là qui vont donner le courage, pourquoi pas. Mais, maître, avec ce grand débat national, pensez-vous que maintenant, la double nationalité est encore d'actualité? Vous étiez à Bruxelles, dans une conférence, vous étiez au Congo, où vous avez vu, avec le débat qui s'en suit, c'est toujours d'actualité où ça complique encore davantage. Les gens sont un peu réticents à donner la double nationalité au Congo de l'étranger. Ça peut ouvrir des brèches, des portes. Mais pour moi, c'est le moment idéal. Parce qu'il faut qu'on trouve une solution définitive à cette problématique. Pour moi, il n'y a pas mieux que ce moment ici. D'où il faut lancer simplement comme moi je dis, des groupes de recherche, de réflexion et des gens qui font des analyses critiques et réelles. Parce que cette problématique, nous jouons dans l'hypocrisie. Chaque année, on la met sur le tiroir, on ferme les yeux. Mais non, il faut quitter l'hypocrisie. Il faut qu'on trouve une solution définitive à cette problématique avec les questions que nous connaissons dans celle de Minembwe. Il faut qu'on le fasse. Mais pour cela, je vous dis qu'il y a des Congolais qui ont déjà fait des études dessus. Vous avez suivi les débats de certaines personnes, de leurs conférences. Moi, je suis désolé, il y a beaucoup de contre-vérités. Mais par rapport à ça, il faut qu'il y ait une confrontation. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des idées, qu'on tienne, même des tables rondes dans lesquelles on se dit des choses, mais avec des faits scientifiques et qu'on prouve pour savoir qui est qui et qui n'est pas. Le président Mobutu à l'époque, en 1921, lorsqu'il a ouvert le congrès du MPR, il a dit maintenant, au Zaïre, on doit savoir qui est Zaïrois et qui ne l'est pas. Mais pour le moment où nous faisons la politique de l'autruche, on cache maintenant. Et ça, c'est le moment propice où on doit trouver définitivement la solution à cette problématique. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà étudié. Faisons un travail de débat, de confrontation d'idées et de faits scientifiques. On trouve une solution définitive. Ça, je crois que pour moi, c'est le moment idéal. Maître, j'ai une question toujours par rapport au moment idéal dont vous parlez. Quand on a fait les accords de Sun City, il avait été prévu qu'on commence par le recensement de la population et puis le référendum et les élections. Ça fait 18 ans qu'on avait prévu ça. Si vous regardez bien, on n'a pas recensé la population. Parce que finalement, quand vous voulez savoir qui est congolais, qui ne l'est pas,
la moindre des choses serait de recenser les gens. Et ce n'est toujours pas fait. Vous pensez que c'est par hasard ou pas? Parce que parmi les obstacles que vous devrez rencontrer, il y a celui-là. Est-ce qu'ils vont recenser maintenant? Est-ce qu'il y a des pesanteurs pour qu'on recense ou qu'on ne recense pas? C'est un problème de volonté politique. Simplement. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut faire obstacle au recensement. Je vous donne un exemple. On a fait 2 cycles électoraux plutôt. Vous avez vu les chiffres? On atteint pratiquement les 2 milliards. 2006 et 2011. Mais le même paquet pouvait être mis pour recenser la population. Et ce serait même beaucoup moindre. C'est un problème de volonté politique. Les politiciens ne le voulaient pas. C'est tout. Quand vous dites politicien, c'est vague, hein? Il faut pointer du doigt, comme ça on voit... Non, c'est-à-dire que je parle de ceux qui ont dirigé pendant X période. Parce que quand vous dirigez, vous avez une vision, vous avez une politique et des objectifs à atteindre. Est-ce que dans leur objectif, ils voulaient aussi qu'il y ait un recensement de la population? Ce n'est pas sérieux aujourd'hui dans le monde d'avoir un pays où on ne sait pas qui est national et qui ne l'est pas. Un pays où il n'y a pas de registre national. Un pays où il n'y a pas de carte d'identité. C'est un manque de sérieux. Simplement. Je vous prends au mot. Oui. Nous sommes novembre 2020. Le président Tshisekedi a prêté serment en janvier 2019. Ça fera 2 ans qu'il est là. Quelque part, 2 ans après, est-ce que vous sentez que eux au moins, lui au moins avec son équipe, vous sentez quelque chose là-dessus? Le président Tshisekedi a pris le pouvoir en janvier 2019. Il a mis en place son gouvernement, je crois, au mois d'août ou septembre 2019. Il y a eu 4 mois de ballottement. Après, nous sommes entrés en période Covid. Donc, pour lui, je peux dire, il y a bénéfice de doute. Mais on a vu quand même quelques initiatives, la mise en place de l'ONU, l'Office qui est chargé de recensement, qui est là. Donc, on voit qu'il y a une volonté. Maintenant, il ne faut pas que ça se limite à la volonté. Il faut aller plus loin. Moi, j'ai vu quelques initiatives qui sont prises dans le sens où on veut recenser. Voilà. Donc maintenant, je leur laisse le bénéfice de doute. Et je vous dis simplement, c'est un problème de volonté. Je peux vous dire, je peux aller plus loin. Si au bout du mandat du président actuel, on n'a pas réellement procédé au recensement et qu'on va aux élections, pour moi, permettez-moi de le dire, c'est un problème. C'est un problème. Parce que on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire que à partir du recensement, on peut tirer le fichier électoral, comme partout. Mais pourquoi vous mettez le fichier électoral sans recensement? Ça n'a pas de sens. Donc l'argent qu'on veut affecter, parce que je vois tout le monde est en train de dire élection, élection. Au lieu de dire élection, élection, disons recensement, recensement. Et vous allez voir que on dépensera moins pour les élections parce qu'on aura fait l'essentiel qui est le recensement. Et je peux vous dire, vous serez surpris, contrairement à ce que les gens pensent, il ne faut pas des milliards et des milliards pour recenser la population. Il y a des stratégies. Le président Mobutu a fait le recensement à 2 reprises. Je pense que le dernier, sauf erreur, c'était en 1984. Vous allez voir la stratégie qui a été mise en place. Très simple. Les gens avaient les cahiers, le chef de quartier était là, il envoyait les délégués dans les maisons, on déclarait. Je vous dis, en 1984, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas... Non, c'était manuel, mais on arrivait à faire le recensement. Pour vous dire qu'aujourd'hui que nous avons les nouvelles technologies, qu'on peut aller beaucoup plus rapidement, c'est un problème de volonté politique. Et nous encourageons le président à mettre à jouer de son poids, à utiliser de toute son énergie pour que le recensement ait lieu et que le Congolais ait une carte d'identité nationale et que le Congolais ait un registre. Franchement, ça sera bénéfique pour son mandat et ça donnera encore une valeur ajoutée. Bon, comme ça vous allez rebondir sûrement, vous allez aller vers le... Oui, je voulais dire, aujourd'hui où vous et nous on parle, le président est en train de recevoir des gens par rapport aux solutions vis-à-vis de la crise actuelle. Si vous devriez lui donner un message là-dessus, vous lui donnez quelle marge de temps pour qu'on puisse être sûr qu'il va faire, parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait les élections pour le condamner. Vous lui donnez combien? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Le temps pour faire quoi exactement? Non, on a besoin de recensement, il n'y en a pas. Moi, je dis ceci. Si le chef de l'État m'entend et m'écoute, en 6 mois,
le recensement de tout le Congo peut être fait. Okay. En 6 mois. Et je peux le dire parce que c'est plus ou moins les délais qu'on a utilisés pour faire quoi? Faire le fichier électoral, ce qu'on appelait quand les gens sont allés prendre leur carte d'électeur. Ils ont tablé sur 6 à 1 année. Donc on peut faire cela. Dans le même... Et nous avons déjà l'avantage d'avoir des fichiers électoraux qui existaient, qu'on peut nettoyer et rajouter et faire un travail pour le recensement. Donc pour moi, en 6 mois, peut-être que je me trompe, les spécialistes seront là, ce n'est que mon avis. Pour moi, en 6 mois, si on lance les choses, il y a moyen, peut-être d'avoir pas tout le Congo, mais peut-être 80%. Il y a moyen. Il y a moyen. Maître Ali, vous êtes coordonnateur ou président d'une fédération des Congolais de l'étranger. Au Congo, comme a dit Cheikh Fita, le président commence des consultations avec les couches de la population, les leaders. Mais vous qui êtes dans la diaspora, on n'écoute pas si la diaspora est invitée, vous qui êtes président d'une fédération, et puis par rapport à ces sujets-là, pourquoi ne pas saisir l'opportunité et aller au pays poser ces problèmes pendant cette période de consultation? Merci. J'ai adressé, nous avons, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais au nom de la fédération, qui comprend quand même une bonne partie des Congolais, nous avons adressé un mot au chef de l'État pour dire qu'on ne peut pas négliger la force de la diaspora. La diaspora est une frange aussi de la population qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas lancer des consultations avec une catégorie de personnes et oublier, ignorer la diaspora. C'est une grande erreur. Et ça, je le redis. La diaspora représente 10% de la population congolaise, près de 10 millions. Et je l'aurais dit, sur le plan économique et social, la diaspora est une force qu'on ne peut pas négliger. Il y a des revendications des Congolais de la diaspora. Ne pas écouter les Congolais de la diaspora, pour moi, c'est une forme de discrimination qui ne se justifie pas. Nous avons vu les groupes de personnes qui ont été reçues, c'est une bonne chose. Mais ne pas considérer ces groupes. Maintenant, peut-être que la difficulté qu'on peut avoir par rapport à la diaspora, c'est quoi? C'est que la diaspora, elle est multiforme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes de la diaspora, ce qui est tout à fait normal. Mais il n'est pas mal de ne pas structuré. Pour ne pas le dire. Mais pourquoi ne pas prendre ces groupes qui sont les plus représentatifs? Je vais parler de la fédération, pour ne pas la citer, qui est représentatif. Je ne vais pas dire d'autres groupes. On peut prendre 3, 4, 5 groupes, parce qu'on n'aura jamais l'unanimité, ne fût-ce que d'écouter aussi la voix de la diaspora. Et moi, j'ai lancé un message en ce sens, pour dire ne négligez pas la diaspora, écoutez les besoins, écoutez les requêtes de la diaspora, parce que la diaspora a toujours été là dans tous les combats concernant le pays. Je le dis. Et nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui lui-même est resté membre de la diaspora pendant près de 30 ans. Donc il connaît la réalité de la diaspora. Et autour du chef de l'État, on a des gens de la diaspora. Ce qui me ferait mal, c'est de voir que ceux qui sont là oublient d'où ils viennent. Il ne faut pas parce qu'on est au Congo qu'on oublie les réalités. Parce que la diaspora, c'était cet arbre sur lequel vous étiez assis. Donc n'oubliez pas cette diaspora, n'oubliez pas la réalité. Et beaucoup ont encore des membres de famille ici, et beaucoup sont à cheval entre le pays et la diaspora. Où il y a des réalités. Et moi j'interpelle. Écoutez la diaspora, recevez la diaspora, recevez les membres de la diaspora, écoutez leurs revendications. Ne faites pas comme ceux-là, quand ils arrivent, ils oublient d'où ils viennent. Ça, j'insiste là-dessus. Donc c'est pour répondre par rapport aux consultations qui sont mises en place actuellement. Toujours à propos des consultations que le chef de l'État a lancées, dans son discours du 23 octobre, il a déclaré que la coalition en place ne fonctionne pas. Ça fait 2 ans que cette coalition est là. Vous avez été à Kinshasa, avez-vous eu l'impression que le pays est en plein immobilisme? Non seulement que le pays est immobilisé, le pays est en régression. C'est le constat que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai vu d'un côté une volonté d'avancer et de l'autre une volonté de reculer. Et honnêtement, mon point de vue à moi personnellement, cette coalition est une coalition contre nature. Soit on décide ensemble de réfléchir différemment et tout le monde se met d'accord, soit on la dissout simplement. Pendant 2 ans,
Le Congolais souffre. Si vous regardez, les denrées alimentaires de base ont doublé le prix. Les gens n'ont pas d'argent. Le dollar, qui est la monnaie de référence malheureusement, parce que le franc congolais connaissait sa valeur, a pris, je ne sais pas combien de pourcents d'augmentation. On est, je crois, à 19 ou 20. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens souffrent. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on doit continuer dans la même coalition. Non. Il faut se dire les choses en face. C'est une coalition contre nature. Si aujourd'hui, c'est comme si vous prenez les États-Unis, nous sommes tous en pleine élection, vous prenez Trump et Biden travaillent ensemble. C'est deux visions différentes. Ou bien l'un accepte de se soumettre à la vision de l'autre pour conduire, ou bien on essaie d'harmoniser. Mais ce que moi j'ai constaté, que actuellement, ces choses sont bloquées. Honnêtement, je ne peux qu'encourager le chef de l'État à lancer le débat, la consultation comme il a lancé, parce que le Congo n'appartient pas qu'au FCC au cash. Le Congo appartient à tout le monde. Eux, c'est une frange. Mais si vous n'arrivez pas à faire les choses correctement, prenez les autres qui peuvent aider pour le bien-être du Congo. D'où nous appuyons ces consultations et nous demandons que ce ne soit pas des consultations qui restent lettres mortes. Il faut qu'il y ait cette issue. Et l'issue, c'est que les choses ne doivent pas rester telles qu'elles étaient. On est déjà 2 ans perdus. 2 ans, c'est beaucoup. On n'a plus encore que 2 ans et demi pour la fin de la législature et le bilan sera porté. Vous savez, les gens disent aujourd'hui, oui, nous gouvernons, mais c'est faux. Parce que qui va porter le bilan? Parce qu'à la fin, on va se rejeter la balle. Oui, c'est elle qui est responsable, c'est elle qui est responsable. Oui, nous devons assumer ensemble. Et moi, je demande au président de prendre son courage à 2 mains, de faire changer les choses. Et les Congolais sont là pour aider le pays à aller de l'avant. Mais faisons un peu de la fiction. Supposons que Maître Tchibobo Mbouyi était à Kinshasa, consulté par le chef de l'État. Imaginons que vous êtes là, en face de lui. Que pourriez-vous lui dire concrètement? Je lui dirais, puisque lui parle de la refondation du mode de gouvernement du pays. Je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez été le président pour le Congo et pour tous les Congolais. Et dans son discours, il a toujours parlé de l'amour du Congo. Quand on aime le Congo, on fait tout pour que le Congo aille de l'avant. Premièrement, Monsieur le Président, dans votre vision, vous devez vous entourer des personnes qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Donc, si vous n'êtes pas entouré des personnes qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif-là, du développement du Congo, ce sera un obstacle. Deuxièmement, Monsieur le Président, n'hésitez pas à prendre des mesures, peut-être qui peuvent être impopulaires, mais si vous savez qu'elles sont salutaires pour le pays, vous devez le faire. Et troisièmement, je dirais, Monsieur le Président, vous avez un bilan que vous devez défendre. Et pour défendre ce bilan, vous devez tout faire pour qu'il soit une réussite. C'est tout ce que je veux dire. Mais je voudrais un peu vous poser la question sur la situation de l'ancien président Joseph Kabila. Joseph Kabila, comme vous le savez, il bénéficie des avantages et immunités au terme de la loi portant statut de l'ancien président de la République. Or, l'article 5 de cette loi astreint le bénéficiaire de cette loi à une obligation de réserve. Est-ce que, selon certains observateurs, en jouant le rôle d'autorité morale du FCC, donc il joue un rôle actif dans une organisation politique, il est en train de heurter justement le prescrit de cette loi en matière d'obligation de réserve? Est-ce que c'est votre avis? Moi j'ai un double regard. Peut-être que ce que je dirais ne plairait pas à certaines personnes, mais c'est une réalité. Il a eu le courage de céder le pouvoir. Ça, c'est un courage de le faire. Parce que nous connaissons la situation de l'Afrique. On a un bel exemple actuellement qui est celui de la Côte d'Ivoire. On a eu un glissement de 2 ans. Oui, c'est une réalité, mais il a fait. Il a fait en retard, mais il a fait. Ça, je suis honnête, je le reconnais qu'il a fait. Mais j'ai fait un mais. Personnellement,
j'estime que comparé au Congolais moyen et au salaire du Congolais, l'émolument qui lui a été concédé est excessif. 600 000 est énorme. par mois. Franchement, par rapport à la situation actuelle du Congo, je ne sais pas pourquoi on est arrivé à cette somme-là. Et je pense que moi, à sa place, j'y renoncerai. Même si ça a été donné par les députés, tout qui s'en suit. Moi, j'y renoncerai. Juste par un problème d'honnêteté et moralité. C'est excessif. Maintenant, il a un droit de réserve, ce qui est vrai, mais est-ce que le droit de réserve l'empêche d'apporter aussi un commentaire? C'est-à-dire que est-ce qu'il ne peut pas donner un encouragement, il ne peut pas faire une remarque? Ça, c'est chacun. Je veux prendre le cas des États-Unis. Comme ça, c'est plus simple. Le président, il est de coutume, ça c'est même pas dans le texte, mais il est de coutume, que les présidents sortants aux États-Unis ne font pas de commentaires sur le débat politique qui viennent. Ça, c'est de coutume. Et récemment, on a vu le président Obama prendre part pour Joe Biden. Parce qu'il a vu qu'il y avait un problème au niveau des élections qui arrivaient. Ok, mais ça, c'est... Normalement, il a un droit de réserve, il est sorti. Mais est-ce que nous devons transposer ça à la réalité congolaise? Ça, honnêtement, moi, j'ai ma réponse à moi qui dit, s'il estime que c'est pour le bien-être du Congo, il peut y apporter un commentaire. Je parle de commentaire, mais je ne parle pas d'orientation. Je ne dis pas qu'il doit maintenant orienter la politique, parce que ce n'est pas lui qui dirige. Il n'est pas une autorité morale, parce qu'il a un regroupement, qu'il y a un certain nombre de députés. Oui, il n'est pas donner l'orientation du pays. Non, parce que là, c'est-à-dire que là, il n'est plus simplement, il n'a plus ce regard en tant que personne qui était à la tête et qui doit rester neutre. Là, maintenant, il veut s'impliquer pour faire changer les choses. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Mais ça sera peut-être ma toute dernière question. Lorsqu'il conseille aux députés, disons aux parlementaires étiquetés FCC, d'opter pour la résistance, est-ce qu'on est toujours dans les commentaires Non, ça devient une orientation. Moi, à sa place, je dirais, je vous conseille peut-être de réfléchir sur la manière de faire évoluer les choses. Mais pas dire de résister, ça, je pense que là, ça devient une orientation et qui va empiéter simplement sur les prérogatives qui lui sont dévolues et qui, à mon sens, ne vont pas aider à la bonne marche du pays. Bon, je pense que nous avons pratiquement fait le tour de l'actualité. Et pour atterrir, Pasteur Bobo, je pense que vous pouvez... Je pose une question, comme a dit William Baouti, vous êtes devant les chefs de l'État, c'est l'inspection. Entre débauchage et dissoudre, vous dites quoi? Ça dépend de ce qu'on entend débauchage. Hein. C'est-à-dire que je vois les gens utilisent beaucoup ce mot débauchage. Il n'y a pas de débauchage. Je vois, mais c'est même irrespectueux que les gens disent qu'on les a débauchés. Nouvelle majorité. Non, justement, je vois l'autre point. C'est-à-dire que chaque personne a sa conscience. Et sa conscience doit le pousser à prendre une bonne décision. Si aujourd'hui j'appartenais à Cash, ou à FCC, ou à la Mouka, je ne sais à quelle autre tendance, si ma conscience m'interpelle, dit que non, je me sentirais beaucoup plus à l'aise par rapport à mon combat dans telle façon, je peux faire mon changement. Si quelqu'un de Cash ou la Mouka ou FCC vient me parler et que je me retrouve, je change par rapport à ma conscience. Mais quand les gens parlent de débauchage, ça c'est la culture que nous avons au Congo qui consiste à corrompre les gens. Non, on ne doit pas corrompre les gens, laissons chacun de leur conscience. S'ils sont conscients, bien chacun fait cet examen parce qu'ils doivent rendre compte à la population qui est élue. Si par rapport au compte qu'il doit rendre, il dit que moi je me retrouvais plus dans tel, il peut prendre librement son engagement. Et moi je suis contre le fait aussi de lier des gens comme des moutons. On n'est pas des moutons, vous êtes libres. Chers politiciens, vous êtes libres de votre politique et de votre conscience. Si vous estimez que vous devez changer de bord, de part et d'autre, vous le faites. Ne parle pas seulement d'une tendance, ne parle seulement de toutes les tendances. Vous êtes libre, ce n'est pas un débauchage, c'est votre libre. Vous usez de votre liberté de choix pour pouvoir changer de camp quand vous le voulez. Bon, pour terminer, si vous deviez conclure par rapport à votre combat et par rapport à la situation actuelle du pays, quel serait le dernier message que vous pouvez adresser? La première chose que je peux dire,
Quand on aime le Congo, on fait du bien au Congo. Quand on aime le Congo, on prend des initiatives telles que nous le faisons. Vous, moi et tout le monde. Aimons le Congo. Battons-nous pour ce pays. Tenons-nous les mains par les mains. Si on aime le Congo, on n'a pas besoin de combattre. Parce que tel est là, tel n'est pas là. J'étais très content, pour ne pas hésiter, de voir hier certaines personnalités qui sont parties de l'opposition, que nous connaissons, des figures emblématiques qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. C'est là l'amour du Congo. L'amour du Congo doit nous pousser à aller plus loin que notre ego. Mes frères, mes sœurs congolais et congolaises, aimons ce pays. Travaillons pour le bien-être de ce pays, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autre héritage que ce pays qui nous a été donné. Nous devons parler du Congo dans le bien. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus de ceux qui sont dans le discours de dire que Mboka Wana et Beba Mboka. Non, 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 non. Voyons le bien, disons le bien et faisons le bien pour le pays. Et quand nous serons animés de cet amour réel pour ce pays, et nous aurons la bonne volonté de faire les choses correctement pour l'intérêt collectif, et ce pays pourra aller de l'avant, et nous pouvons dire que nous aurons un pays, un Congo meilleur, comme vous avez vu dans la fiche de la fédération, ensemble pour un Congo meilleur. Ok, Maître Tchiboawa, merci beaucoup, Maître. Nos médias respectifs vous remercient pour cet entretien que nous avons eu. Et à la prochaine, il y aura sûrement une prochaine fois, parce que vous avez mis quand même quelques balises. Hein. On va voir comment les choses vont évoluer, on pourra toujours se revoir. Je voudrais quand même rappeler que le cabinet est situé sur l'avenue Louise, numéro 441. C'est 1000 Bruxelles. C'est 1050 XL. 1050 XL. Voilà. En tout cas, c'est moi qui vous remercie.